Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Ici Alsace. Dernière ligne droite avant le premier tour des élections municipales dimanche prochain. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat avec Géraldine à mes côtés. Et aujourd'hui, Grégory, la parole est au candidat de Colmar. Colmar, préfecture du Haut-Rhin, avec un peu plus de 67 000 habitants. Et chaque année, 3,5 millions de touristes qui viennent visiter la ville. Une ville au célèbre microclimat. Il fait beau, très souvent à Colmar. Et 7 listes se disputent la gestion municipale de la ville. Et 4 des 7 candidats sont avec nous sur ce plateau. Ici Alsace se conforme aux règles de l'ARCOM en matière de règles sur l'équité en termes de temps de parole. Des règles que vous pouvez consulter grâce au QR code qui s'affiche sur votre écran. Nous accueillons donc Éric Stroman, maire sortant Les Républicains à la tête d'une liste d'hiver droite. Bonsoir. Également sur ce plateau, Yves Mélinger. Bonsoir. Vous êtes sans étiquette et vous menez une liste d'hiver droite. Absolument. Frédéric Hilbert, écologiste à la tête d'une liste d'Union à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Et Nathalie Aubert, vous êtes, du Rassemblement national à la tête d'une liste d'extrême droite. Bonsoir. 3 autres candidats se présentent à Colmar, par ordre alphabétique Bruno Deltour, sans étiquette, avec une liste d'hiver gauche. Une autre liste d'hiver gauche est menée par la communiste Dominique Moriconi. Et enfin, Gilles Chaffard de Lutte ouvrière à la tête d'une liste extrême gauche. Vous entendrez 2 de ces 3 candidats, Bruno Deltour n'ayant pas souhaité être interviewé dans le cadre de cette émission. Éric Stroman, vous êtes donc maire de Colmar depuis 2020. Alors pour mémoire, on va revoir les résultats du second tour en 2020. Vous aviez été élu avec plus de 63% des voix contre Frédéric Hilbert, qui est à vos côtés aujourd'hui. Alors on va consacrer cette première partie de débat à des questions plutôt politiques. Cette victoire de 2020, elle a été plutôt facile pour vous. Pour mémoire, Gilbert Meyer, qualifié pour le second tour, avait décidé d'une certaine manière de se retirer, de complètement saborder sa liste. C'est un boulevard qui s'est ouvert pour vous. Oui, j'aurais sans doute gagné, même s'il s'était maintenu au second tour. J'avais des relations, des entretiens, des échanges avec Gilbert Meyer avant l'élection. Et un an avant, il m'avait dit « tu seras le prochain maire ». Il le savait pertinemment. Il a essayé de construire une liste avec moi. J'ai préféré avoir une légitimité pleine et complète. Et donc, je suis parti de mon côté. Et entre le soir du premier tour, il m'a appelé, il m'a dit « voilà, je vais te soutenir ». Et c'est comme ça que ça s'est déroulé. Pour lui, c'était une transmission naturelle, même si on s'est beaucoup affronté, on s'est beaucoup estimé, et j'ai toujours bien travaillé avec lui, même si on a été concurrents politiques, mais ça c'est la vie politique si vous voulez. Mais Gilbert Meyer m'avait transmis le flambeau. Et j'ai respecté un certain nombre de ces grands concepts et ces grands principes, notamment celui de la rigueur financière. Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui envie de repartir ? Parce qu'un mandat, c'est trop court. D'autant plus qu'il a été amputé de 2 années avec la Covid. En réalité, on a eu 4 ans à peu près complètes pour mener ce qu'on souhaitait mener dans un contexte financier qui paraissait de prime abord difficile. Il me fallait aussi que je prenne mes repères. Il faut un bon budget pour bien comprendre quels sont les potentiels de la ville, les potentiels de recettes, quels sont les besoins. Et aujourd'hui, le premier bilan, je crois, n'est pas très contesté. Les colmariens reconnaissent ce qui a été réalisé, les aménagements du centre-ville, la réalisation de 30 km de pistes cyclables, et tout ça avec une situation financière très favorable. On a baissé l'endettement de 36%, la capacité de nos... Minutes, oui, gardez-en sous le pied. Voilà, non, mais j'ai plein de choses à dire, mais en tout cas, aujourd'hui, on reconnaît très largement la qualité de ce bilan au bout de 4 ans de mandat. On va voir et 4 ans, évidemment, c'est beaucoup trop court. On va voir si je vais y revenir. Si vos concurrents partagent ce point de vue. Yves Mélinger, vous faisiez partie de la liste de Gilbert Meyer en 2020, donc il vous a entraîné dans sa chute. Vous aviez été son premier adjoint pendant plus de 12 ans. Voilà, privé de conseil municipal depuis 2020, est-ce que ça a provoqué en vous un désir de retour, voire avec un esprit revanchard ? Non, alors la revanche, certainement pas. C'est vrai que les élections de 2020, au premier tour, Gilbert Meyer et moi, on avait mis en place, tout le monde s'en souvient, le duo de choc, intitulé d'ailleurs « L'expérience et l'avenir », parce que Gilbert Meyer, dans la lettre de candidature qu'il avait envoyée aux Colmariennes et Colmariens en février 2020, il avait clairement écrit, je l'ai ici, tout le monde peut s'en souvenir peut-être, que c'était pour préparer l'avenir et qu'il me donnait toutes les capacités pour lui succéder le moment venu à l'issue de cette élection. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé.
Rappelez-vous, le deuxième tour a été annulé à cause de la Covid. Son état de santé, malheureusement, entre le mois de mars et le mois de juin 2020, s'est détérioré. Et puis, les choses se sont mal terminées à la fin. Mais j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Pendant 25 ans, il m'a fait confiance. De simple conseiller municipal, benjamin du conseil municipal en 1995. Il a bien senti que j'avais les capacités d'évoluer et de bien maîtriser mes dossiers en me nommant 3e adjoint en 2001, puis 1er adjoint en 2008 et à nouveau en 2014. Donc j'ai fait mes classes à ses côtés, à l'école Gilbert Meyer, celle de la rigueur, celle de l'humilité et celle de la parfaite connaissance des dossiers colmariens, bien sûr. Frédéric Hilbert, vous étiez candidat aussi en 2020. Oui, c'est même votre 4e candidature. 5e, je crois. Même 5e, on a peut-être même mal compté. Il y en a eu 2 en 2008. Il y en a eu 2 en 2008. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu une annulation de l'élection, effectivement, si on considère cette annulation. Il se trouve qu'Éric Stroman, donc maire de Colmar, vous a confié un poste un peu surprenant, un poste d'adjoint d'opposition en charge donc, de la mobilité douce, des déplacements à vélo. Vous êtes aujourd'hui donc à la fois adjoint au maire et concurrent. Est-ce que c'est quand même une position particulière? Est-ce que c'est confortable? C'est un poste d'adjoint d'opposition. Après, non confortable, ça ne change pas grand-chose. Il n'y avait pas eu d'accord en 2020. Donc voilà, c'était une proposition. Après, c'est à M. Stroman d'expliquer aussi ce qu'il entendait par ça. Mais même s'il l'a dit un petit peu au cours du mandat, c'était plutôt un poste qui était destiné à l'équipe de Gilbert Meyer plutôt qu'à la nôtre. Mais bon, les circonstances ont fait qu'il a tenu sa promesse. Et nous avons accepté, effectivement, parce que c'est toujours plus intéressant d'arriver en amont de prise de décision pour essayer de les influencer, plutôt que de rester présent juste en conseil municipal, où c'est un petit peu des décisions qui sont théâtralisées, où il n'y a pas grand-chose qui se joue ou qui change. Du coup, c'est intéressant. Éric Stroman, vous seriez prêt à reprendre en cas de réélection à nouveau un adjoint d'opposition? Si je trouve quelqu'un de qualité, pourquoi pas, on en rediscutera après. C'est vrai que c'est un engagement que j'avais pris durant la campagne électorale. Je pensais effectivement plutôt à quelqu'un de la liste de Gilbert Meyer. L'histoire a fait que, évidemment, c'est revenu à Frédéric Hilbert. On a bien travaillé ensemble. Moi, je vis une démocratie un peu à l'allemande en disant que dans l'exécutif, il faut qu'il y ait des gens d'opposition et je reconnais qu'on a bien travaillé ensemble. On n'était pas d'accord sur tout, mais sur les missions qu'on lui a confiées, il l'a fait avec loyauté, il l'a fait avec sérieux. Et c'est pas exclu. On verra ça après les élections. Il faut d'abord les gagner avant de prendre ce type d'engagement. Mais pourquoi pas? Il y a des élections qui se sont tenues hier en Allemagne, dans le Bade-Württemberg, et c'est les Verts qui ont gagné. Comme ça l'est depuis quelques années, et ils ont une coalition. Après, c'est le système électoral allemand qui fait ça, mais ils gouvernent avec la CDU. Alors, en tout cas, cette alliance, certains, aujourd'hui, vous la reprochent, clairement. Je propose qu'on écoute de la communiste Dominique Moriconi. Elle est tête de liste d'Hiver Gauche, et elle considère que vous n'êtes vraiment plus de gauche. On va l'écouter. Monsieur Hilbert, ça fait bien longtemps qu'il fait partie de la majorité sortante à la dernière mandature avec M. Stroman, maire et LR, pour rappel, soutenu par M. Retailleau. Et quand on regarde l'action qu'ils ont eue pendant cette mandature, ensemble, on ne peut pas dire que M. Hilbert a été d'une grande activité sur le terrain. Ça a plutôt été la compromission, le silence radio. Vous êtes d'accord avec ça, M. Hilbert? Évidemment non. Et Mme Moriconi a comme deuxième de liste quelqu'un qui est issu de notre liste de 2020 et qui a soutenu pleinement cette décision qui a été prise collectivement par notre liste. Il n'y avait pas eu d'alliance, il n'y a pas eu d'accord, etc. C'était vraiment une autre place pour l'opposition. Et M. Hans Liffrey nous a soutenus jusqu'en 2022, où il était candidat pour les législatives. Et il y a eu un article dans la presse où il voulait maintenir sa candidature pour les législatives malgré la NUPES. Il ne me parle plus depuis que je lui ai reproché de vouloir rester candidat malgré la NUPES. Il y a une scission quand même au sein, en tout cas, de l'équipe que vous aviez... Une personne. Okay. Une personne qui était d'accord au début et qui ensuite souhaitait n'a peut-être pas apprécié la manière dont vous travaillez au sein du conseil municipal. En tout cas... il ne nous l'a jamais reproché jusqu'en 2022. Et ça, ensuite, il a essayé de voler de ses propres ailes. Il s'est un peu radicalisé, il s'est orienté presque LFI.
Et ce n'est pas tout à fait le climat qu'on soutient à Colmar. Frédéric Hilbert, il y a quelque chose qui nous interroge par rapport à votre programme. Vous commencez en disant quasiment que la victoire du maire sortant dès le premier tour ne ferait que renforcer le risque d'entrée de l'extrême droite au conseil municipal. Oui. C'est vraiment c'est le premier point sur lequel vous voulez attirer l'attention des électeurs. Tout à fait. Ça fait 25 ans que l'extrême droite n'était pas au conseil municipal. Et je pense que c'était une bonne chose. Et il y a cette montée, un petit peu qu'on dit inéluctable, mais je pense que c'est pas écrit. Et je pense que si les gens se mobilisent, on peut éviter effectivement. Et si les gens, parce qu'on entend un petit peu qu'un vote utile pour le maire sortant pour éviter justement l'extrême droite, je pense que ça fait que renforcer cette extrême droite, parce que s'ils font plus que 5, s'ils font entre 5 et 10, et que le maire sortant est élu au premier tour, ils seront présents de toute façon. Or, s'ils font moins de 10%, ils ne seront pas présents. Et donc, ils ne seront pas présents en deuxième tour. Donc, ça peut éviter. Ils y seront de toute façon. S'ils font plus que 10%, ils y seront. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire. En tout cas, les probabilités pour qu'ils y soient, si on fait un vote utile pour le maire sortant dès le premier tour, sont plus fortes que si on vote selon ses convictions. Alors, ce vote utile, je l'entends partout. Il faut quand même rappeler que, quoi qu'il arrive, le RN sera au conseil municipal, que je passe au premier tour. C'est quand même une hypothèse qui me paraît difficile, mais pourquoi pas, les gens me le disent régulièrement. Je pense qu'il est temps dans les deux cas, entende Nathalie Aubert sur cette question. Je rappelle qu'en 2020, il n'y avait donc pas de liste Rassemblement National. Comment vous recevez cette peur, ou en tout cas cette réaction de Frédéric Hilbert? Monsieur Hilbert, il va falloir qu'il s'habitue effectivement à nous avoir au conseil municipal, puisqu'on est prêt et on y travaille. Pourquoi ma candidature à Colmar? Parce que ma candidature, en fait, c'est juste une évidence. Au fil des rencontres sur le terrain que j'arpente depuis de nombreuses années, je constate tous les jours une forte aspiration à un changement de gouvernance. Un besoin fort d'être entendu des Colmariens. Ils ne se sentent pas écoutés. Et une demande d'alternance, voire une demande de rupture, s'est fait jour. Et ce besoin d'alternance, je veux l'incarner. J'ai voulu rassembler autour d'un projet commun. Et nous avons créé cette alliance des droites au sens large. Alors justement, on va revenir à cette alliance des droites. Donc je rappelle, vous êtes aussi conseillère régionale. Absolument. Et là, vous êtes à la tête d'une liste extrême droite d'union. Donc il y a des membres du l'UDR d'Éric Ciotti, certains les Républicains, et ce qu'on pourrait appeler une prise de guerre pour vous, puisqu'elle a quand même fait beaucoup de bruit. L'ancien président des LR du Haut-Rhin, Alain Cotte. Expliquez-nous cette union. Écoutez, nous avions travaillé depuis quelques mois sur un projet donc avec le groupe Rassemblement National. Mais comme je vous le dis, au sein de notre liste, il n'y a pas que des gens du Rassemblement National, loin de là. Donc il y a des gens du RN, des anciens LR qui nous ont rejoints, et après je développerai un petit peu. Il y a également beaucoup de Colmariens issus de la société civile qui ont vraiment voulu s'engager pour notre projet et pour porter ce projet qui est entièrement dédié donc, au service des Colmariens. Nous les avons mis systématiquement au cœur de nos préoccupations. Ils ont été notre boussole. Et il a été taillé sur mesure pour eux, ce projet. En revendiquant le fait d'être la seule droite à Colmar, je vous propose d'écouter Alain Cotte qu'on a pu rencontrer avant cette émission. Les valeurs de droite ne sont plus représentées à Colmar. Nous avons aujourd'hui un maire qui est macroniste, qui est centriste, qui a soutenu, je l'avais déjà dit, qui a soutenu la candidate à la députation Renaissance contre notre candidat LR. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la chose, c'est que vous avez un maire qui se dit LR, mais qui soutient une candidate Renaissance contre le candidat LR. Donc moi, ça c'est des choses qui, aujourd'hui, ça ne va pas. Je pense qu'il faut une clarification, une cohérence. Eric Stroman, vous êtes... Je soutiendrai toujours Brigitte Klinkert par fidélité. Première chose, Monsieur Cotte, qui était président des LR, a sans mon accord demandé mon investiture à la Commission nationale d'investiture. Je ne le savais pas, je l'ignorais complètement. J'ai toujours été élu sans investiture. Ça peut se refuser une investiture. Oui, bon, voilà. Enfin, j'ai toujours appartenu à la famille LR. Ceux qui veulent me soutenir, c'est tant mieux. Mais enfin, il y a quand même un paradoxe. Au mois de décembre, il insiste auprès des LR pour que j'ai l'investiture. Alors, je ne sais pas quel était exactement son calcul. Est-ce qu'il imaginait que j'aille le prendre comme adjoint, etc. Je n'ai pas bien compris le sens de sa démarche. Et brutalement, il change de camp, écarte mes bagages pour partir au RN. Moi, ça
ne me dérange pas du tout. Hein. Vous savez, ça n'entraîne que très très peu d'électeurs. Voilà, c'est une question de petite ambition personnelle locale que je peux comprendre, mais dont la portée politique est très limitée. En même temps, c'est intéressant parce que vous êtes investi par les Républicains, vous êtes également soutenu par le MoDem, l'UDI, Renaissance, Horizon. À chaque fois, vous dites j'ai rien demandé. Non, je n'ai rien demandé. C'est si gênant que ça. Alors, les étiquettes font plus trop recette. Vous savez comment ça se passe dans les appareils politiques. J'y étais aussi. On donne toujours l'investiture ou soutien celui qui est le mieux placé. Bon, c'est un peu un jeu de tiercé. Je ne sais pas s'il sera forcément gagnant pour les uns ou pour les autres. C'est la loi du genre. Je sais que certains ont réagi assez vivement lorsqu'ils ont reçu aucun soutien. Ça, c'est un autre sujet. Yves Méninger, vous, alors c'est sans étiquette absolument. On a même l'impression que vous êtes écœuré des partis. Vous le dites d'ailleurs. Vous savez, l'élection municipale, c'est un moment extrêmement important parce que c'est tracer l'avenir, le destin d'une ville pour les 6 prochaines années. Et le débat qu'on vient d'avoir, ça fait 10 minutes maintenant qu'on parle de politique politicienne. Moi, j'ai voulu m'extraire de tout ça. J'ai mes convictions. Depuis l'âge de 16 ans, je suis gaulliste, chiracien, j'ai jamais changé. Mais je me retrouve plus dans l'offre politique. Et surtout, pour une élection municipale, eh bien, quand on décide d'agir au quotidien, pour les décisions qu'on prend, on ne se pose jamais la question de savoir si c'est une mesure de droite, une mesure de gauche. Là, il s'agit d'une élection municipale. Ce n'est pas une législative, ce n'est pas une présidentielle. Pour moi, la politique politicienne n'a rien à faire dans une municipale. C'est quand même nouveau, ça, dans les débats, même pour les municipales. Je ne sais pas, moi, c'est la première fois que je me présente à une élection municipale en tête de liste. Et c'est vraiment un choix que j'ai voulu faire. C'est-à-dire à la fois m'extraire des contingences politiciennes et le symboliser aussi par une équipe qui est une équipe pas du tout politique, mais qui a des compétences professionnelles ou qui a eu des compétences professionnelles, des gens qui savent de quoi ils parlent et où la politique en tant que telle est totalement accessoire. Encore une question. L'an dernier, dans la presse, vous disiez avoir quand même réfléchi à rejoindre l'UDR d'Éric Ciotti. Et vous affirmiez, mais ma famille politique, c'est les LR. C'était il y a un an. Mais ça, c'était au moment où il pouvait y avoir des élections législatives éventuellement anticipées. Encore une fois, là, on est dans une élection municipale. L'élection municipale, c'est porter des projets pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et avec mes convictions, avec mes valeurs, eh bien, j'ai vraiment voulu m'extraire de tout ça. Et on peut poser la question à Madame Aubert. Vous êtes parti vous présenter à Ribeauvillé, dans la 2e circonscription, pour laisser dans un premier temps la place à Monsieur Méninger. C'est bien ça ou qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous voyez, Monsieur Stroman, c'est exactement comme vous. On vous donne l'investiture LR alors que vous ne l'avez pas demandé. Eh bien, moi, on m'a envoyé sur la 2e circonscription. Et pour quelle raison vous sans que je l'ai demandé. Et d'accord. Et pourquoi vous envoyez ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui intéresse les Colmariens ? Mais je pense effectivement qu'on devrait revenir sur le fond du débat, en l'occurrence les municipales. Oui, très bien. Alors on va glisser vers vos programmes. Avant cela, 30 secondes encore de politique, parce qu'il y a quand même également un peu de gauche à Colmar, un peu de gauche qui est mieux pour la démocratie. Voilà, et qui est multiple avec 4 listes présentes, dont celle de Gilles Chaffard, qui est donc de Lutte ouvrière. Je vous propose simplement de l'écouter, car c'est une candidature qui se démarque un petit peu des vôtres. On l'écoute. Ma candidature, elle se fait dans le cadre des différentes candidatures Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Il y en a 280 sur le territoire. Et nous, on veut donner la possibilité, dans le cadre de ces élections, aux travailleurs d'exprimer un vote de révolte, un cri de révolte, pour dire à quel point ils trouvent invivable et insupportable cette société capitaliste qui nous amène dans le mur. La possibilité donc d'exprimer un cri de révolte ou une colère. Il y a également des thèmes qui intéressent particulièrement les électeurs cette année. En premier lieu, la sécurité. En tout cas, c'est le thème qui apparaît partout en tête de vos programmes. Donc on va commencer à en parler avec une première question, Monsieur Stroman. Est-ce que la sécurité ou l'insécurité, c'est vraiment un sujet à Colmar ? Alors on a des chiffres bien plus faibles que des villes d'autres strates ailleurs en France, notamment les villes Rassemblement National de la même taille qui ont souvent des niveaux de délinquance plus élevés. Mais il n'y a pas de recette absolue dans ce domaine. On a développé, depuis que je suis là, on a doublé le nombre de caméras de vidéosurveillance. On a un problème, mais comme dans toutes les villes de France, de développement des trafics de stupéfiants.
Et c'est un problème très général auquel il faudra apporter une réponse nationale. Beaucoup veulent recruter davantage de policiers municipaux. Malheureusement, ce n'est pas la police municipale qui est compétente dans ce domaine. On va poursuivre dans ce travail de développement de réseaux de vidéoprotection. La gauche était contre. Aujourd'hui, elle reconnaît que ça apporte des résultats. La preuve, nos chiffres sont plutôt bons à Colmar, mais ils ne sont pas satisfaisants. On a des sujets de cambriolage, avec le travail de la police nationale où on trouve les auteurs. C'est un sujet qu'il ne faut pas éluder. Nathalie Aubert ? Oui, vous voulez doubler, a priori, les effectifs. Votre voisin, il veut faire plus 30%. Donc il y a besoin de plus de monde dans la police municipale ? Alors manifestement, la sécurité des colmariens n'a jamais été la priorité du maire sortant. Ça, c'est un fait. Multiplier le nombre de caméras en ville, oui, c'est effectivement louable. Encore faut-il savoir si elles fonctionnent. Donc nous allons effectivement, dès notre arrivée à la mairie, lancer un audit sur le fonctionnement des caméras de vidéosurveillance. Nous souhaitons également mettre une police de proximité. Une police à pied, une police en VTT, une police des transports. Les colmariens doivent vivre en sécurité à Colmar, puisque la sécurité, c'est la première des libertés. Et ce sera notre priorité. Yves Médinger, vous êtes dans la surenchère également ? Écoutez, la sécurité, c'est d'abord le rôle de l'État. Et ça sera, je l'espère, un débat important que nous aurons l'année prochaine au moment des présidentielles, parce que le maire il est obligé d'appliquer la loi, et les lois en matière de sécurité, de justice, ont besoin d'une sacrée modification pour rendre plus efficace, parce que c'est un vrai sujet qui concerne la vie quotidienne de nos concitoyens. Malgré tout, le maire dispose d'un certain nombre de pouvoirs. Moi, je suis l'élu qui, en 2001, a été le premier élu colmarien à avoir installé les premières caméras de vidéoprotection. Il y a encore quelques trous dans la raquette, il faudra compléter. On souhaite les installer dans toute la ville, que chaque quartier puisse être protégé. Mais si je souhaite également une augmentation des effectifs de police municipale, je me battrai pour que la police d'État, la police nationale, et je me battrai auprès du préfet comme du ministre de l'Intérieur, augmente également ses effectifs. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'uniformes sur le terrain, mieux la tranquillité de nos concitoyens est assurée. Moi, je souhaite qu'il y ait des brigades de lutte contre les rodéos, c'est un vrai fléau. Des brigades anti-bruit, c'est un vrai fléau, c'est une vraie pollution également. Et des brigades pour la propreté. Mais plus il y a de policiers sur le terrain, nationaux comme municipaux, avec un travail de coordination que j'avais d'ailleurs mené dès 2001 et qui a été poursuivi depuis d'ailleurs, avec un maillage de terrain, nous permettra d'assurer la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens. Vous avez parlé de propreté et vidéosurveillance. Voilà, regardez, il y a un habitant de Colmar qui a une question pour vous. On va pouvoir l'écouter. Regardez. Ma question, c'est au niveau de la poubelle, parce qu'il y a des gens qui laissent ici le bois traîner par terre. Et moi, je voulais savoir pourquoi la caméra elle est là. C'est juste pour surveiller les jeunes qui squattent ici ou c'est pour passer les amendes? Alors, Eric Stroman, donc il voit des gens laisser traîner des... répondu sur la question sécurité. Oui, mais on va y venir aussi. Mais simplement, là, déjà, sur l'existence de ces caméras... Alors, il y a des centaines de verbalisations pour des dépôts sauvages. Des centaines de Visiblement, ce monsieur qui habite Quartier Europe, il a l'air de dire que ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Le problème, c'est souvent des points d'apport sont situés sur des terrains privés. Alors là, c'est sur le trottoir, monsieur Stroman. J'y étais. Oui, mais ce n'est pas forcément le domaine public. C'est en limite de domaine public et les points d'apport sont sur des terrains privés. Et c'est pour cette raison que je vais proposer qu'on puisse habiliter les agents des bailleurs sociaux pour dresser des amendes. Et juste un mot sur l'augmentation des effectifs de police. Moi, j'ai regardé ça de près sur ces dernières années. Chaque fois que vous embauchez un policier municipal, dans l'année qui suit, la police nationale réduit ses effectifs proportionnellement. Et c'est une réalité. Je siège au bureau des villes de France et on le constate toutes. Dès que vous renforcez les effectifs locaux, avec la police municipale, la police nationale réduit ses effectifs. C'est un mensonge. Non, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité du tout. Les effectifs de police les effectifs de police municipale devraient être dimensionnés au prorata, c'est 1 pour 1000. Pour une ville de Colmar, comme Colmar, nous devrions donc avoir 68 policiers municipaux. En l'occurrence, là, ils sont 30. Et M. Stroman, quand il dit que si on augmente les effectifs de police municipale, on n'aura pas l'autorisation de mettre sur le terrain et d'avoir des effectifs de police nationale en plus, c'est faux. Qui donnait l'autorisation. Ils réduisent les effectifs. Je passerai par le préfet, M. Stroman. Il faut se battre. Quand on veut, on peut. Ce n'a pas été votre volonté. Assumez-le. C'est une réalité statistique. Non, mais parce il y a des villes qui n'ont pas de police municipale. Il y a des villes les villes écologistes, effectivement, mais ils en reviennent, M. Stroman. Il y a des villes de droite qui ont des effectifs très faibles. Et dans ce cas-là, la police nationale fait son job. Donc on peut
rien faire. Non, je n'ai pas dit ça. On va renforcer aussi, mais attention à la surenchère, parce que ça permettra, quel que soit le gouvernement, à l'État encore se décharger davantage sur des communes. Sauf si on fait pression sur le dit gouvernement et qu'on ne lâche pas l'affaire. Frédéric Hilbert, j'aimerais qu'on vous entende sur cette question. Oui, je crois que les villes écologistes ont une police municipale, et alors que des villes du RN ont des taux de criminalité qui sont bien supérieurs à celles de Colmar. Je pense que la police municipale est nécessaire, il faut lui donner les moyens de fonctionner. D'ailleurs, il y a une législation qui va lui donner un peu plus de moyens. Il va falloir former les policiers municipaux à ces nouvelles prérogatives. Et à mon sens, il faut qu'il y ait du monde dans la rue. Si on veut sécuriser, il y a plein d'insécurités dont on a déjà parlé. Il y a les trottinettes aussi. Enfin, il y a la circulation, il y a les pétards, les mortiers qui sont tirés le soir, etc. Il y a plein de choses. Mais pour qu'on puisse combattre ce genre de choses, il va falloir avoir du monde dans les rues. Mais ça passe par la police municipale, mais pas seulement. Il faut aussi avoir un côté prévention. Et je pense qu'il y a les médiateurs qui ont un rôle à jouer. Et aussi, vis-à-vis de la jeunesse, faire de l'animation un peu plus importante. Là, on a un centre social qui est au quartier Europe et un petit peu au niveau du Florimont. Nous souhaitons faire un nouveau centre social au quartier Nord, justement parce que c'est un quartier qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a une population qui a changé et qui a besoin aussi de développer tout ce qui est animation sociale. Et je pense que c'est en marchant sur ces deux pieds, avec la police municipale et avec la prévention, les médiateurs, les animateurs, qu'on arrivera à améliorer les situations. Et vous mettez aussi l'accent sur les violences faites aux femmes. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une écoute et une formation qui soit faite. C'est d'actualité là, mais le programme il a été écrit bien avant. C'est quelque chose qui est important pour avoir une écoute empathique de cette situation-là. Je pense qu'effectivement, il faut développer la prévention. On va recruter, nous, des animateurs de rue parce que avant qu'il y ait les faits de délinquance qui génèrent déjà des victimes, faut tout faire pour les éviter. Et la présence de médiateurs dans les rues, dans les quartiers, participe à cette politique. Donc il y a un couple, effectivement, prévention-répression. Il y a un temps pour la prévention, mais quand ça ne suffit pas, évidemment, il faut que les sanctions tombent. Et moi, quand on parle de sécurité... On va s'arrêter, s'il vous plaît, sur cette question. J'aurais voulu juste aborder... Très court. Très court. La sécurité ne s'arrête pas effectivement à la multiplication des policiers. C'est très important pour nous, j'entends. On veut aussi rallumer l'éclairage public la nuit. Vous en parlez quasiment tous dans vos programmes. Ça, c'est ce qui nous revient avec de nos retours vers terrain. les LED. Et voilà, en LED, avec un éclairage adaptatif, nous le ferons. Okay, Sauf que toutes les études montrent que ça n'a aucune incidence. Ça, c'est vos études, monsieur. Ce n'est pas les miennes. Je suis incapable de faire une étude comme celle-là. L'extraction a été mise en place sous Gilbert Meyer. Mais pas sous forme de test et pas dans tous les quartiers. Et moi, je suis candidat aujourd'hui, je reviendrai sur Je renvoie les électeurs de Colmar à vos différents programmes, si vous voulez bien, sur cette... L'éclairage de nuit est rétabli. Aujourd'hui, on a des éclairages en sodium qui consomment beaucoup d'énergie. Et ceux-ci, effectivement, ils sont en voie de disparition à la fin du mandat. Il n'y aura plus aucun éclairage. Merci beaucoup. On va passer... on peut passer aux guirlandes. On peut passer aux guirlandes de Noël. Jolie transition, effectivement. On va vous proposer de changer de thématique. Colmar, je le disais en ouverture de ce débat, ce sont 3,5 millions de touristes chaque année. C'est pas sans poser certains problèmes. Il y a une population qui est multipliée par 52. Frédéric Hilbert, est-ce qu'on est dans des dimensions qui deviennent complètement inacceptables, comme à Venise ou Dubrovnik? Alors, c'est pas toute l'année, mais je pense qu'effectivement, durant la période du marché de Noël, on arrive à un point de saturation. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Colmar ne peut plus accueillir plus de touristes à cette période. Et donc, il va falloir la limiter, parce qu'elle occasionne énormément de gênes et de nuisances vis-à-vis des Colmariens, et notamment les riverains du centre-ville. Et puis ensuite, il faut organiser le tourisme pendant toute l'année. Il y a d'autres gênes qui sont occasionnés par ça, c'est au niveau de l'habitat, du logement, avec la montée en puissance. Alors il y a des mesures qui ont été prises pendant le mandat, mais la montée en puissance des logements de tourisme qu'il va falloir là aussi réguler. Alors de quelle façon? Alors, ça a été fait. Ça a été fait. Après, il faudrait qu'on soit un peu plus proactif, parce que pour l'instant, les demandes qui sont faites, on n'a pas le droit à plus que 15% dans un immeuble, etc. Donc monsieur le maire le répète souvent, ça fait un logement par immeuble en général. Mais toutes les demandes qui ont été faites par le passé, on n'est pas certain qu'elles aient tout l'agrément, qu'elles aient toute l'autorisation. Et je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à la recherche, effectivement, de conformité des logements qui sont sur le marché actuellement. Ça devient compliqué pour les Colmariens de se loger. Tout à fait.
On a refusé 600 logements depuis la mise en place de la législation. 2022. Quand je suis arrivé, 2022, puisqu'auparavant, l'ancienne municipalité, je pense qu'elle n'avait pas tout à fait conscience, et moi non plus, de l'enjeu que ça représentait, avait donné des autorisations tout au début, ad vita aeternam, qu'il est difficile de rapporter aujourd'hui. Les dernières autorisations qui sont données sont vraiment très limitatives, un par personne physique, un par immeuble, et on aura beaucoup de logements qui vont arriver sur le marché. Et contrairement à une idée reçue, vous savez que le seul quartier qui gagne des habitants depuis 2020, c'est le centre-ville. On a des créations de nombreux logements, place de la cathédrale qui est décriée, etc. J'ai un permis avec 50 logements en cours, qui sont en cours d'aménagement, de création. J'aurai à côté, sur une ancienne friche bancaire, on a parlé d'hôtel, on va certainement avoir peut-être du logement. On a gagné 500 habitants au centre-ville. Et pourquoi ? Parce que ces meublés de tourisme, lorsqu'ils arrivent au bout de l'agrément, repartent sur le marché traditionnel. Alors, Nathalie Aubert, j'ai lu dans votre programme que vous vouliez interdire les boîtes à clés. Absolument. Expliquez-nous. C'est une nuisance. C'est une nuisance. Les boîtes à clés... Une nuisance quoi, visuelle ? Déjà, visuelle, oui. Donc nous souhaitons effectivement supprimer les boîtes à clés sur l'espace public, parce que c'est ça où c'est autorisé. En fait, ça obligera les bailleurs à venir remettre les clés en main propre ou à mettre en place des conciergeries, ce qui n'est pas le cas actuellement ou à la marge. Qu'est-ce que vous entendez par boîte à clés sur l'espace public ? Il n'y a clés, aucune boîte à clés sur l'espace public à Colmar ? D'accord, alors je ne sais pas. Donnez-moi un exemple. Vous habitez à Colmar, monsieur Oui, Stroman ? bien sûr, en plein centre. Eh ben, je vous invite à aller plus souvent en ville, non pas faire des selfies, mais prendre des boîtes à clés. Qu'est-ce que vous entendez par boîte à clés sur l'espace public ? À quel endroit ? Mais partout, il y en a. Il y en a même accrochés sur des conduites de gaz. Place du 2 février. Place du 2 février. Sur des conduites de gaz ? Oui, absolument. Alors, il faut me le montrer. On n'a quasiment aucune boîte à clés sur l'espace public. Écoutez, c'est quand vous voulez. Si on a, on les pince. Je me ferai un grand plaisir de vous amener les voir, ces boîtes à clés. On espère que les conduites de gaz, en tout cas, ne sont pas percées par les vis de la boîte à clés. C'est terrible. Oui, voilà, on est dans. Donc, est-ce qu'on est juste sur la lutte contre des boîtes à clés ou est-ce que vous voulez aller plus loin dans la lutte contre les meublés de tourisme à Colmar ? Lutter contre les meublés de tourisme, la multiplication des meublés de tourisme. Nous voulons privilégier les logements pérennes plutôt que les logements de tourisme. Mais comment vous faites ça, alors, en pratique ? En pratique, quand le bail arrive à terme, oui. On ne le renouvelle pas. Quel bail ? L'autorisation de l'espace. C'est ce qui est fait actuellement. C'est ce qui est fait actuellement. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas fait, monsieur. Voilà, donc, arrêtez de le prendre de haut. Non, mais je ne vous prends pas de haut. Prenez-vous. Non, je ne vous prends pas de haut. Je vous explique simplement que vous ne comprenez pas la réglementation qui existe. Nous voulons limiter les boîtes à clés. Je reviens là-dessus. Ce qui imposera au propriétaire de venir lui-même remettre les clés. Donc ça évitera la multiplication des logés de tourisme où les propriétaires habitent très loin, ne voient jamais leur locataire, et ça limitera un petit peu, de fait, je pense, ces logements de tourisme. Nous voulons privilégier le logement pérenne au logement de tourisme. Les Colmariens doivent pouvoir réinvestir. Ça ne change rien. Et s'ils le mettent à l'intérieur de l'immeuble, vous ne pouvez pas leur empêcher de mettre des boîtes. À l'intérieur de l'immeuble, ça ne concerne pas l'espace public, monsieur Stroman. Oui. Donc écoutez ce que c'est pour ça qu'il y a... C'est sur l'espace public. Si vous trouvez 20 boîtes à clés dans l'espace public, je vous y amène demain. Je vous invite dans un bon restaurant à Colmar. Le concours est lancé. Préparez le chéquier. Autre conséquence, en tout cas, de la présence de ces très nombreux touristes à Colmar, c'est l'état du commerce de centre-ville. Et on a rencontré, pour le coup, un colmarien qui a lui aussi une question à vous poser. Ce serait que peut-on faire pour pérenniser les commerces soit traditionnels, soit les commerces indépendants ou ceux notamment du centre-ville qui ferment assez régulièrement et qui sont remplacés soit pour cibler davantage les touristes ou bien pour d'autres commerces qui malheureusement ne tiennent pas forcément. Yves Médinger, je crois que vous rejoignez l'analyse de cet habitant et que vous voulez même instaurer des quotas. Je vais vous dire, moi j'ai réfléchi, je n'étais pas sûr d'être candidat à cette élection. Après 25 ans de mandat municipal, j'ai 60 ans, je me suis posé la question. Mais le colmarien de naissance et de toujours que je suis ne veut pas que la ville soit uniquement dédiée au tourisme. Et moi, c'est vraiment le fil conducteur de mon projet, du projet avec mon équipe. On veut faire de l'économie, l'industrie, l'artisanat et le commerce, vraiment un plan d'ensemble pour l'avenir de Colmar pour les 6 prochaines années. Et ça, c'est très important parce que ça nous permettra, sans taper sur le tourisme dont on a par ailleurs besoin, mais en le réorientant, voilà. Expliquez-nous cette question de quota. Rééquilibrer les choses. Limiter les commerces. J'ai regardé un petit peu comment ça se passe ailleurs parce qu'on n'est pas toujours obligé d'inventer des mécanismes. On peut regarder comment ça se passe ailleurs et quand ça produit des résultats, l'adapter.
Dans une ville comme Annecy, qui ressemble un petit peu à Colmar en termes voilà, et d'autres villes, ils ont mis en place un zonage commerçant. C'est quoi ? Eh bien, la ville, c'est un dispositif qui existe depuis quelques années maintenant, peut très bien définir un quota maximal de commerce pour touristes. Et quand ce quota est atteint, plus d'autorisation d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, l'offre destinée aux habitants de Colmar et environ, c'est très fortement appauvri au centre-ville. Il y a peu de commerces vacants, mais beaucoup de commerces qui ont ouvert ces derniers mois. Pas tous, heureusement, bien sûr. C'est des commerces pour touristes. Je ne souhaite pas que ça continue. J'ai ce dispositif-là, j'en ai un autre, une foncière de redynamisation, plus tout le dispositif culturel. Je veux vraiment un plan massif pour le centre-ville de Colmar avec un manager de commerce offensif. On en parlera en troisième partie. Pour que les Colmariennes et les Colmariens reviennent habiter et consommer au centre-ville. Pour venir au centre-ville, il faut aussi pouvoir réussir à y aller. Il y a toute la question aussi des parkings. Alors vous avez beaucoup travaillé là-dessus. On a fait des reportages sur France 3 Alsace sur ces parkings. Alors des parkings réservés aux habitants. Vous proposez les uns les autres que certains parkings soient réservés aux habitants, certains jours de la semaine. Et d'arrêter de totalement fermer le centre-ville. C'est vrai que les parkings, moi j'ai beaucoup participé à cette politique de ceinturer tout le centre-ville de parking en ouvrage, avec une heure gratuite. Je veux que ce soit d'ailleurs une vraie heure. Et avec la réouverture de certaines rues, la rue des Têtes, pas au stationnement comme il était, mais stationnement minute, stationnement pour personnes handicapées et pour les soignants. Parce qu'une ville, elle doit être ouverte à tout le monde, y compris aux personnes âgées qui ont plus de mal à se déplacer. Alors pour l'instant, on parle de tourisme. Frédéric, tout simplement. Frédéric Hilbert, les touristes ne sont certes pas des électeurs, mais ce sont des consommateurs. Oui. Alors, comment trouver l'équilibre ? Eh bien, il faut rééquilibrer la part entre tourisme et habitants. Et comment c'est une question qui est difficile. Monsieur Méninger a participé à cette montée du tourisme depuis 25 ans. C'est quand même Gilbert Meyer, il me semble, qui a inventé les marchés de Noël ou qui a développé les marchés de Noël tels qu'ils existent actuellement. Ça a été poursuivi par Eric Stroman avec l'installation de la Grande Roue, qui a occasionné aussi beaucoup de difficultés. Et l'installation de la Grande Roue montre un petit peu comment on fait pour privilégier le tourisme. Parce que là, actuellement, elle est sur le parvis du gymnase de la Montagne Verte, où des jeunes habitants du centre-ville ou un peu plus loin jouaient au foot et se réunissaient après des heures de cours. Ouais. Et là, actuellement, quand on installe la Grande Roue, ça se fait au détriment de ces jeunes qui n'ont plus d'espace pour s'amuser et se réunir, mais pour attirer du tourisme encore plus à Colmar. Et vous voulez réduire aussi le temps de présence de ce marché de Noël, voilà. Si j'ai bien vu dans votre programme. Les commerces, en fait, ils s'adaptent à la clientèle. C'est pas les commerces, c'est pas la clientèle, c'est pas l'inverse. C'est les commerces, il faut qu'ils aient un chiffre d'affaires, il faut qu'ils puissent vendre ce qu'ils ont envie de vendre, et puis il faut qu'il y ait des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs, le commerce il change. Et si on a plus d'habitants de Colmar ou des alentours qui viennent au centre-ville, les commerces s'adapteront. Mais actuellement, il y a plus de tourisme, donc on a des commerces de tourisme. Vous voulez mettre en place un conseil du tourisme durable. Vous voulez aussi raccourcir la durée du marché de Noël. On veut réduire la durée du marché de Noël parce que c'est du 1er au 24 décembre. Je pense que historiquement, ça se justifierait complètement. Il faut l'harmoniser avec les ensuite, autres d'ailleurs. Ça, c'est des choses qu'on peut discuter, évidemment. Ouais. Après, on propose de raccourcir. Le supprimer complètement ou le rendre payant, c'est quelque chose qui est, à mon sens, qui est difficile à faire, très difficile, vu la masse de gens qui viennent. Et puis ce conseil du tourisme durable, ça réunirait les habitants, les commerçants, les acteurs du tourisme pour réfléchir ensemble sur la manière dont on pourrait organiser le tourisme. Nous, on a d'autres envies sur le reste de l'année. Je pense qu'on a du tourisme à vélo qui pourrait être développé. J'avais proposé, il y a déjà 12 ans de ça, des marches dans le quartier des Maraîchers, dans les quartiers sud, pour attirer des tourismes vers là-bas. Il y a quelques petites Vous n'avez pas cherché à les mettre en place en tant qu'adjoint, pour le coup ? J'étais un adjoint d'opposition, Madame Dreyer, je vous rappelle. Ce qui veut dire que vous n'aviez bien compris quelle était votre marge de manœuvre, en fait. Justement, quelle était la marge de manœuvre ? C'est intéressant, là, on est sur un point très précis. On peut faire des propositions. Il y a des propositions que j'ai faites qui ont été retenues et des propositions que j'ai faites qui n'ont pas été retenues. Bon, tu n'as jamais fait de proposition dans ce sens-là. Par rapport au jalonnement du centre-ville et les jalonnements des circuits vélos, j'en avais fait. Ça a été mis en place à la toute fin, pour la dernière... Donc ça a été fait. Très bien. Non, en partie. Après, voilà. Moi, je voudrais parler du tourisme parce que
personne ne m'a interrogé encore sur le tourisme. Ah on vous avait parlé de boîte à clés. C'est le tourisme. Là, vous... D'accord, que les boîtes à clés. Notre proposition pour le tourisme ne s'arrête pas à la boîte à clés, et heureusement. Le tourisme doit être une richesse partagée et non une contrainte. Alors, moi, je veux réaffirmer ici que le tourisme est une chance, mais on ne peut pas nier qu'il crée des nuisances. Et ces nuisances, nous avons des propositions pour essayer d'apaiser un petit peu ces nuisances. Donc, nous avons plusieurs propositions, notamment pour les véhicules. Donc, nous souhaitons que le stationnement des cars et des camping-cars sur des parkings dédiés, c'est-à-dire que les touristes ne pourront plus accéder au centre-ville avec des cars de tourisme. Ils se gareront, par exemple, au parc exposition. Nous estimons aussi que la taxation actuelle de ces cars est insuffisante. Donc, nous augmenterons la taxation de ces cars à hauteur, en fin de mandat, à 250 €, ce qui générera à peu près 1,5 million de bénéfices qui sera reversé aux colmariens. Nous souhaitons également fluidifier les flux touristiques. Donc nous souhaitons aérer le marché de Noël sans augmenter le nombre de maisonnettes, mais en l'agrandissant, son périmètre. Alors par exemple sur la place Rapp, laissez-moi finir, Monsieur Stroman, vous êtes gentil, merci. En agrandissant le périmètre sur la place Rapp, notamment dans les allées, c'est possible, ça permettrait de fluidifier les flux et non pas que tout le monde soit au même endroit, au même moment. Nous mettrons en place également, et c'est une mesure phare, la mise en place d'un gobelet, une vente de gobelets de Noël, qui sera en vente à 2 €. Les touristes achèteront ce gobelet de Noël, se promèneront avec, boiront leur verre avec ce gobelet de Noël. Ils n'auront pas à le rendre, ce n'est pas une consigne. En fait, ils ne pourront pas le rendre. Ils ne pourront pas le rendre, ils le gardent. Il sera millésimé, ça sera même un collector pour ceux qui veulent les garder. Et cette opération rapportera environ 1,5 million de coûts nets pour la mairie. Donc nous reprendrons à la mairie cette fabrication des gobelets de Noël et les bénéfices reviendront aux colmariens. Et voilà qui nous amène à la partie économie et environnement de ce débat. On a pris un petit peu de temps sur le tourisme, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Vous parliez de transport, d'accessibilité. Moi, j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres sur ces désirs de gratuité. Alors pour les moins de 18 ans, pour les plus de 65 ans, les plus de 70 ans, les moins de 20 ans, c'est selon. Moi, j'aimerais déjà savoir pourquoi ça n'a pas été fait avant. Alors, on l'a testé pendant la Covid. Et il y a un rapport très récent de la Cour des comptes qui dit que la gratuité n'est pas une bonne chose. Parce que ça a un effet très faible sur la fréquentation des bus. Et pendant la Covid, en même temps, personne n'avait envie de rentrer Non, on l'a fait bus. après la Covid. Mais ça a été largement démontré. Aujourd'hui, les gens, quand vous créez la gratuité, il n'y a pas de report des automobilistes, il y a des reports essentiellement des piétons sur de courts parcours. Ensuite, il faut savoir, ce n'est jamais gratuit. Moi, j'ai une culture un peu de droite, gestionnaire. Qui va payer ? Alors, personne n'a donné de simulation. Est-ce que vous estimez le coût de la gratuité ? On a estimé que la gratuité, c'est budgétisé. C'est quel montant ? Vous avez une idée ? D'après vous. D'après vous, Madame Aubert, c'est votre programme. La gratuité des bus. Nous, on propose la gratuité. Alors, pas pour moins de 18 ans ? Et moins de 18 ans. Alors, moins de 20 ans, je crois. Plus de 65 ans. Plus de 65 ans. Moins de 20 ans, précisément, dans votre programme. Ce qui est gratuit ne vaut rien. Attendez, moi, j'aimerais quand même savoir le coût, du coup. Quelques millions d'euros, effectivement, qui seront financés par les gobelets de Noël et par toutes les propositions. Pardonnez-moi, les gobelets de Noël ne sont pas vendus par la ville, mais par l'Office du tourisme. Je n'ai pas pu parler. Eh bien, justement, ça sera vendu par la ville, Monsieur Stroman. Mais la ville n'a pas vocation à vendre des gobelets. C'est une expérience. Mais non, mais pardonnez-moi, on va Monsieur créer... Stroman, laissez-moi terminer. Alors, allez-y. C'est une expérience qui a été faite au marché de Noël de Kaysersberg. Ça marche très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi la mairie de Colmar ne pourrait pas faire la même chose. C'est une manne financière, je pense, dont, pour l'instant... On peut parler des mobilités. Bah voilà, nous parlons des mobilités. Alors, très simplement, il a raison. Très simplement, il faut savoir que les budgets sont indépendants. On ne peut pas alimenter le budget de transport avec le budget général. Il faut qu'il s'équilibre. L'autre jour, vous nous avez expliqué aux gens, il faudra trouver un accord pour racheter des bus avec la trace. C'est Colmar Agglomération qui achète les bus. Et si vous voulez faire la gratuité, eh bien, il faut tout simplement augmenter le versement de transport. C'était l'argument de M. Ansely qui a dit qu'il faut mettre le versement de transport au plafond. Qu'est-ce qui paye ? Eh bien, ce sont en réalité les salariés, puisque c'est pris sur la masse salariale. Impact, par exemple, sur la masse salariale de l'hôpital Pasteur, si vous le mettez au plafond, comme c'est demandé par une certaine gauche, ou que ça devrait être mis en place par l'extrême droite, à ce moment-là, la masse salariale va augmenter, rien que pour l'hôpital Pasteur, de 400 000 €. La gratuité du transport, c'est une vue de l'esprit, c'est pas gratuit. Ensuite, ce que j'ai constaté, on a fait la gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans. On s'est retrouvé avec des difficultés très importantes de gestion, parce qu'on a des gamins qui montaient dans le bus, qui redescendaient, qui, sans titre de transport, parce que c'était pas obligatoire, et qui créaient un trouble important. Moi, ce que je propose, c'est un tarif réduit, par exemple, pour les personnes âgées,
2 € par mois. Mais il faut contribuer, participer. Il faut sortir aujourd'hui dans un pays surendetté. Je termine. Il faut sortir de l'idéal de tout gratuit. Ça n'existe pas. Et nos comptes publics vont continuer à s'enfoncer si tout le monde fait des promesses démagogiques de ce type-là. 2 € pour les plus de 70 ans. Yves Ménage, je ne vous ai pas entendu sur l'économie qui est pourtant l'un de vos chevaux de bataille. C'est vraiment la raison d'être de mon projet. J'en ai parlé tout à l'heure pour le centre-ville, pour le commerce. Mais d'ailleurs, le commerce, ce n'est pas que le centre-ville. Moi, je souhaite intervenir pour tous les quartiers de Colmar. Il y a des quartiers qui se sentent ici ou là délaissés. L'intervention que nous mènerons sera dans tous les quartiers. Mais sur l'aspect économique, nous, on veut faire venir des industries, des artisans et des commerçants. J'ai sur ma liste des professionnels, des gens qui ont exercé des activités professionnelles à haut niveau et qui ont les contacts et qui ont les réseaux. Colmar doit devenir une ville pro-entrepreneur. Et pour cela, il faut faciliter l'accès, il faut réserver le foncier et le mettre à disposition de l'entreprise. C'est vrai qu'on n'est pas très riche malheureusement en foncier. Il faut d'ailleurs raisonner plus qu'à la hauteur de Colmar. Il y a bien sûr Colmar, c'est le rôle de Colmar Agglomération, l'activité économique. J'englobe évidemment Colmar Agglomération, mais à la hauteur du centre Alsace. Parce que Colmar est coincé entre Strasbourg, capitale européenne, Mulhouse qui est très tournée vers Bâle, qui est dynamique aussi. Il faut qu'on travaille mieux avec nos voisins de Sélestat, de Kaysersberg, de Ribeauvillé, pour créer ce pôle indispensable pour faire venir des jeunes, des familles, pour redynamiser notre territoire et pour être du coup moins dépendant du tourisme, parce que je n'ai pas pu en parler tout à l'heure. Moi, je souhaite réorienter la politique touristique vers plus d'authenticité, mais aussi plus en direction de la culture, parce que le but du tourisme, c'est de ramener de l'argent dans les caisses, avec le moins de nuisances possible. Et un touriste culturel, vous le savez peut-être pas, dépense en moyenne 3 fois plus d'argent qu'un touriste lambda. Et on a un patrimoine à l'échelle de l'Alsace, architectural, gastronomique, c'est lié, et culturel très fort. Ça doit être vraiment notre axe majeur pour les 6 prochaines années ici à Colmar. Alors ça, c'est votre axe majeur à vous, Frédéric Hilbert. Vous, votre axe majeur, votre programme, en fait, se lie à travers le prisme de l'environnement. Vous avez expliqué tout à l'heure, là, que dans votre poste d'adjoint, vous n'étiez pas forcément très libre. Pour autant, est-ce que vous étiez cantonné aux pistes cyclables ou est-ce que vous aviez moyen d'avoir une influence? Et qu'est-ce que vous voulez pour l'environnement à Colmar? Quand j'étais libre. Vous avez du mal à comprendre. J'étais libre, j'étais pas forcément toujours écouté, mais j'étais libre. Au contraire. Je voulais juste revenir par rapport au bus. La part du prix du billet est en nette diminution au niveau national dans le coût du transport en commun. Et l'essai qu'on avait fait à ma demande lors du premier conseil communautaire de 2020 de gratuité des transports en commun, à mon sens, elle a apporté un afflux de fréquentation. Vous n'êtes pas d'accord sur les conclusions? Non, on n'est pas d'accord parce que Monsieur Stroman compare les chiffres à l'année, aux étés 2019-18, etc. Alors effectivement, il y a moins de monde, mais si on compare les chiffres de juillet-août par rapport à juin 2020, il y a un afflux, alors qu'on est en été et que normalement la fréquentation était moindre. Bref, en tout cas, je pense qu'on a mal géré ou mal analysé cet essai de gratuité, parce qu'il a été plutôt concluant. Pour vous, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler? C'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler. Après, il n'y a pas que la gratuité, il y a aussi il y a un travail qui a été fait quand même par rapport au réseau, etc., à la refonte, et quelque chose qu'il va falloir effectivement revoir sans doute. Le réseau, il faut se reposer avec les questions. Les nouveaux moyens et les nouvelles données qu'on peut tirer de la billetterie électronique, mais il y a toujours quelque chose à revoir et à affiner. Ensuite, par rapport à l'aspect économique, les entrepreneurs, effectivement, pour dynamiser le territoire, on les a rencontrés, enfin je pense qu'ils nous ont invités, et ce qu'ils attendent, c'est des services de petite enfance, de périscolaire à la hauteur, de structures culturelles, d'écoles de musique, enfin de tous les services que les familles qu'ils seront amenés à employer puissent utiliser sur le territoire colmarien. Et plus le territoire est riche de cette diversité du sport, de la musique, des spectacles, des expositions, de périscolaire, j'insiste, et d'une école qui soit efficace, plus le territoire sera attractif et c'est bénéfique pour l'environnement. Nathalie Aubert, j'aimerais qu'on vous entende aussi cette question à la fois de l'économie et de l'environnement. Quel levier, sur quel levier intervenir? Vous parlez notamment par exemple du plan local d'urbanisme qu'il faudrait mieux maîtriser. Oui, tout à fait. Concernant le plan local d'urbanisme, nous souhaitons un moratoire sur ce plan local d'urbanisme.
Moi, je parle de Colmar en général, et du quartier maraîcher. Ça veut dire quoi, moratoire? Parce que j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire Alors quoi, attention, il nous reste 15 secondes avant de passer à la dernière partie. Donc là, allez-y, c'est le sprint final, Madame Aubert. Bon, en gros, il faut remettre les choses un peu à plat. Voilà. Il y a eu des constructions un petit peu... Est-ce qu'on arrête le plan local d'urbanisme? C'est quoi un moratoire? Vous êtes maire depuis longtemps, Monsieur Stroman? Non, mais le mais me demandez à moi ce que c'est un moratoire. Le PLU doit être... Ça n'existe pas un moratoire pour un PLU. On l'applique ou on ne l'applique pas. Donc vous ne voulez plus l'appliquer. On arrête d'appliquer le PLU. On arrêtera d'appliquer le PLU puisqu'il y aura une révision du PLU en 2026. On va passer tout de suite à l'exercice imposé. On va vous proposer à chacun pendant 45 secondes de regarder la caméra pour convaincre, vous démarquer. Le tirage au sort a défini que ce serait vous, Éric Stroman, qui commencez cet exercice. Vous avez 45 secondes face caméra. Voilà, donc je m'adresse aux colmariens pour leur dire je suis, je crois, le 4e maire après la Libération. J'ai succédé à Joseph Ray, à Edmond Gérard, à Gilbert Meyer, qui ont tous eu des durées de mandat importantes. Et c'est ce qui a fait un petit peu le succès de la ville, c'est qu'on s'est inscrit dans une durée. Ce que j'ai réalisé au cours de ces dernières années était déjà inscrit dans les tablettes depuis des décennies. On n'invente rien, on ne fait que reprendre ce qu'a fait un successeur, mais il faut s'inscrire dans la durée. On a le projet de cité judiciaire, 100 millions d'euros qui vont être investis par l'État. La ville va apporter 10 millions d'euros et on ne peut pas changer de municipalité à chaque mandat parce que dans ce cas-là, on perd de l'énergie, du temps et de l'argent. Parfait, 45 secondes tout pile. C'est le tirage au sort vous a désigné en numéro 2, Nathalie Aubert. C'est à vous. Oui. Donc, chers colmariens, certains thèmes essentiels pour les colmariens n'ont pas été abordés. Nous voulons aussi agir concrètement pour le pouvoir d'achat, avec la mise en place d'une mutuelle municipale destinée aux personnes qui ont peu de moyens ou qui ne bénéficient pas d'une complémentaire santé. Nous souhaitons également restaurer la démocratie locale grâce à un service de votation en ligne, afin que les colmariens puissent s'exprimer directement sur les grandes décisions qui concernent leur ville. Nous proposons la création d'un dispensaire pour les animaux, la cause animale me tenant particulièrement à cœur. Et je veux vous le dire clairement, les propositions que nous faisons seront appliquées. Nous les tiendrons. C'est cela qui nous différencie des autres. Servir, protéger, agir, ce programme a été budgété et exclusivement pour le bien-être des colmariens. La seule et vraie alternance, c'est l'Alliance des droites pour Colmar. Merci. À la seconde près. À vous, Frédéric Hilbert, vous avez 45 secondes pour vous adresser aux colmariens et aux colmariennes. Je crois que le contexte politique est un petit peu lourd ces derniers temps et que les municipales sont paraissent un petit peu futiles au quotidien. Et pourtant, je pense que c'est important. On le voit, la montée de l'extrême droite, le risque d'entrée de l'extrême droite dans les conseils municipaux est important. Mais je pense que ce n'est pas une fatalité. Et je pense que c'est important que chacun et chacune d'entre nous s'investissent, se mobilisent et participent à la votation le 15 mars prochain pour faire barrage à cette extrême droite, pour notre avenir à tous. Et je pense que c'est important. Merci beaucoup, Frédéric Hilbert. Et bon, pour conclure, c'est vous qui avez tiré le numéro 4. Yves Médinger, c'est à vous. Moi, j'ai croisé beaucoup de colmariennes et colmariens ces dernières semaines, ces derniers mois, qui me disent vouloir du changement. Ils veulent un maire qui se retrousse les manches, qui ne dit pas « je ne peux pas faire », mais qui se batte quand il a des idées et des convictions pour faire. Un maire qui soit véritablement à l'écoute, pas simplement pour faire des photos, mais qui prend note des desiderata de la population. Et un maire qui agit. Et puis, j'ai beaucoup de colmariens qui m'ont dit bien, avec vous, on a confiance parce qu'on sait que vous avez l'expérience, 25 ans de mandat municipal, l'école Gilbert Meyer. Et puis, ça fait tellement d'années que vous mouillez votre chemise pour Colmar que ça serait l'occasion pour vous, enfin, d'arriver à gérer cette ville. Et on a toute confiance en vous. Et c'est avec mon équipe ce que nous voulons incarner pour les 6 prochaines années. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'avoir respecté ces 45 secondes et d'avoir animé ce débat. Merci à vous, Géraldine. Prochain débat, ce sera consacré à Strasbourg avec Alexandra Bucur et Magali Fichter. Ce sera après-demain, mercredi, le 11 mars à 18h15 sur Ici Alsace et en direct et en replay sur France.tv. À suivre Rundoom et le journal d'ici 19h20. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Très bonne soirée à vous.